merci beaucoup à Ecopolis et Fibois pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir animer cette discussion. Donc, on a vu ce matin avec différents exemples déjà que le réemploi avait des exemples assez foisonnants et formidables. Principalement quand même encore aujourd'hui de manière non structurelle pour du second œuvre ou du mobilier. J'ai la chance d'être assise de présider sur la chaise en réemploi. Donc j'ai mis quelques exemples, mais j'aurais pu en fait en mettre beaucoup plus. L'amphithéâtre de la faculté de chimie à Strasbourg par RBH Architectes, où les chaises de l'amphithéâtre ont été réemployées pour fabriquer des panneaux acoustiques. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre du mobilier. Ensuite, on a l'échelle des éléments architecturaux, donc la façade très connue avec plus de 3000 pièces de menuiserie pour fabriquer la façade du Conseil européen et de l'Union européenne à Bruxelles par Saint-Marin Partners. Mais on trouve quelques exemples de réalisation où le bois est utilisé en structure. Donc Marc nous en a présenté une tout à l'heure. Mais c'est encore de façon assez artisanale ou sur des petites échelles. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis la charpente de la bricole du projet Le 6e toit par Atelier Poussin et par le charpentier volant qui a pris la parole tout à l'heure. On en trouve quand même aussi en commande publique. Alors là, une réalisation un peu plus récente de Baillière-Velleron. Il s'agit d'un préau où les éléments de structure sont des éléments réemployés issus d'un hangar qui a plus de 120 ans. Et ce qui est intéressant dans cette réalisation, c'est qu'il y a une mixité entre des éléments neufs et des éléments de réemploi. Donc, ces démarches, elles ne sont vraiment pas négligeables et il s'agit de continuer d'encourager leur multiplication et leur diversification. Mais du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à comment massifier la seconde vie du bois en structure. On s'est quand même rendu compte, enfin moi de mon côté, pour ma veille journalistique, que je peux faire dans le cadre de la revue, et parce que notamment on a fait une rubrique réemploi depuis quelques numéros, il existe assez peu de références sur le territoire français en tout cas, et c'est un constat qu'on se faisait aussi avec Fibois et Ecopolis, mais en revanche on sent qu'il y a vraiment un grand intérêt pour le sujet, et la preuve étant cette salle comble aujourd'hui. Alors, donc dans cette discussion, on va se demander en fait, afin d'avoir un impact supérieur, dans quelle mesure on peut passer à une autre échelle, et surtout dans quel cadre. On va essayer de faire un peu l'état des connaissances sur le sujet, est-ce qu'il y a des recherches en cours, est-ce qu'il y a des exemples encourageants, et surtout, du coup, essayer de montrer quels leviers d'action existent aujourd'hui et qui peut les activer. Donc on va vraiment s'attacher à faire ressortir des pistes très concrètes pour que chacun et chacune, à l'issue de cette discussion, puisse repartir avec des pistes concrètes d'action. Donc je vais présenter les intervenantes et intervenants de cette table ronde. Je vais vous laisser vous présenter d'ailleurs, en nous disant brièvement en une phrase pourquoi le sujet vous intéresse par rapport à votre parcours. Et on va commencer avec vous, Émilie Fanget. Bonjour à tous, donc moi je suis directrice d'un service bâtiment pour une collectivité du 93. On est intéressé sur le sujet de l'emploi depuis plusieurs années parce qu'on est assez sensible aux pratiques du développement durable et on a un patrimoine qui est assez important avec des projets à la fois de neuf, de reconstruction mais aussi de rénovation, et donc c'est un sujet sur lequel on est sensibilisé puisqu'on est plusieurs architectes dans le service, et c'est des sujets qui nous intéressent au quotidien, dans les pratiques. Frédéric Denise, agence Architecte Zéro. Notre pratique, c'est de travailler avec des matériaux de proximité, comme la crue, bien sûr, la paille, les fibres, et les matériaux d'emploi, donc évidemment le bois. Vous avez été dans ce roman du CSTB. Le CSTB, on s'interroge beaucoup sur l'emploi, on essaie de faire des choses de la recherche. C'est pour ça que je suis là. Moi, j'ai toujours été dans le bois, donc c'est pas quelque chose que je m'intéresse à ce sujet-là. Prenons vas-y, BTP Consultant, je suis à la direction technique. BTP Consultant est assez axé sur l'innovation, autant sur le modulaire, le biosourcé et le réemploi. Donc c'est pour ça qu'on se penche spécifiquement sur la question. On essaye de le développer
au maximum, ou au moins ne pas être un frein au développement du réemploi. Merci beaucoup. Donc pour commencer, on va faire quelques petits rappels pour que la suite de la discussion, on parle tous de la même chose. Donc, Edouard, pardon, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur les terminologies? Alors, normalement, j'ai une petite slide qui est assez, c'est vrai, qui est assez claire. On a beaucoup entendu parler depuis ce matin de réemploi, de réusage. C'est vrai que réusage, ça peut être pas mal par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, parce qu'en fait, il y avait et du réemploi et la réutilisation. Et donc, si on regarde sur cette diapositive, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si je prends l'exemple d'une porte, donc, qui est produit issue de la forêt, une porte en bois, elle est produite, elle est neuve, elle est mise dans son premier usage, et après, elle peut avoir plusieurs types de fin de vie. Je n'ai pas mis la valorisation énergétique ici, je m'intéresse à la valorisation matière uniquement. Elle peut être réemployée, réutilisée et recyclée. Ce que ça veut dire que réemployée, elle va être mise en tant que porte, et réutilisée pour être mise en tant que table, par exemple. Et ça, c'est un impact très important de différencier les deux cas, parce que dans le cas du réemploi, c'est-à-dire qu'on a le même domaine d'application qu'à l'origine, on va vouloir avoir les mêmes performances, alors que dans le cas de la réutilisation, on peut avoir des performances différentes et des justifications différentes à faire pour cette table, enfin pour cette porte qui viendrait du coup de table. Voilà, et puis bon, le recyclage, je pense que c'est tout. Il y a un arrêté, donc celui du 10 juin 2022, à propos de la responsabilité élargie du producteur, la REP, qui est appliquée aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, PMCB, qui fixe un objectif à 5% de PMCB pour une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation en 2028. L'ADEME a produit une étude là-dessus pour essayer de pour la comptabilisation du réemploi et de la réutilisation des produits et matériaux du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux résultats de cette étude de l'ADEME? Alors, les principaux résultats sur le réemploi du coup et la réutilisation, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est rendu à l'heure actuelle, je dirais qu'en fait, on n'a pas vraiment de résultats, c'est surtout des suppositions. Il n'y a pas de chiffrage, parce que justement, c'est très difficile de savoir quels sont les flux actuels de réemploi ou de réutilisation concrètement. Il y a des objectifs de quantification, et ce sera du coup aux éco-organismes, je pense, de le faire. Je me rappelle juste que sur le réemploi, j'ai pas dit quelque chose d'important. Le réemploi n'est pas un déchet lorsqu'il est réemployé, c'est très important, on parle de déchets évités. Voilà, c'est le petit point que j'avais oublié. Mais sur la REP PMCB, il y a des objectifs qui sont mis, mais justement, on peut se poser la question de est-ce que ces objectifs ont été mis en place par rapport à ce qui se fait actuellement, par rapport aux leviers qu'il va falloir mettre, quels sont les freins. Il y a tout un questionnement justement de comment on pourra mieux quantifier ces objectifs pour qu'ils soient cohérents par rapport à où on est la filière et qu'il va falloir faire évoluer. Donc, voilà, c'est un bel objectif en tout cas de ces 5%. Cette rubrique me permet d'enchaîner justement sur le statut de déchets. Émilie, vous avez réalisé un projet à Montfermeil où vous avez pu mettre en place une convention de don d'une charpente parce qu'il y avait ce statut de déchet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Alors nous, en fait, on avait ce projet de démolition d'un bâtiment pour réaliser une extension. Et initialement, dans ce projet, on avait souhaité pouvoir réutiliser la charpente sur la future extension, sauf que on s'est retrouvé face à des contraintes techniques et qui financièrement allaient nous coûter trop cher d'adapter cette charpente sur le futur bâtiment. Du coup, on a pris la décision de céder cette charpente à une entreprise du réemploi, qui est dans le circuit du réemploi. Notamment parce qu'en fait, l'intégralité de ce projet, il fait partie d'un projet qui est suivi par la MGP sur les possibilités d'économie circulaire au sein de la construction d'un projet. Donc pour ne pas perdre cette charpente et qu'elle parte à la benne, on a pris contact avec une entreprise qui s'appelle Depuis 1920 et qui fait partie du réemploi, des entreprises qui font du réemploi, notamment du bois. Donc pour nous, sur nos problèmes administratifs et juridiques de collectivité publique,
on ne peut pas donner de matériaux, notamment pour des problèmes assurantiels, etc. Donc on est quand même passé par la case entre guillemets de déchets pour dire effectivement on va donner ces matériaux à l'entreprise de façon gratuite, ce que normalement d'ailleurs on n'a pas le droit de faire dans une collectivité publique, mais voilà, en écrivant, en s'appuyant sur les recommandations, sur pas mal de choses qui nous permettent justement de dire, bon, bah voilà, dans le cadre de l'économie circulaire, dans le cadre du respect des valorisations des déchets, etc., on a passé une convention avec cette entreprise qui a permis de donner à la fois cette charpente, mais aussi d'autres matériaux qui intéressaient cette entreprise. Donc on a donné à la fois la charpente, mais aussi les menuiseries extérieures en PVC qui étaient encore en bon état, et une partie des planchers bois qui étaient dans une partie de logement à l'étage du projet. Donc il faut, la petite anecdote, et ça on l'a appris ce matin, c'est qu'une partie de notre charpente va sur un projet de monsieur Denis, qui est à côté de moi, qui nous en parlera sûrement tout à l'heure. Donc rien n'est impossible, mais c'est toujours voilà, des lourdeurs administratives pour les maîtrises d'ouvrage publiques que nous sommes. Maintenant, on arrive des fois à proposer des choses qui permettent ces enjeux-là, même si on n'arrive pas à réemployer sur nos projets. En tous les cas, ils seront réemployés ailleurs et ça permettra quand même voilà, d'éviter de produire des déchets. Dernier point, mais ça ne concerne pas le bois, par exemple tout ce qui est tuiles, on a récupéré l'intégralité des tuiles qui seront, elles, par contre, réemployées dans le futur projet. Je vais faire quelque chose qui est peut-être un peu pénible, mais néanmoins, je l'espère didactique, c'est que je vais mentionner les leviers. Donc là, on a un levier numéro 1, donc c'est passer par le statut de déchet pour pouvoir faire un don. Après, on va continuer donc, dans certains rappels, notamment du contexte et des normes actuelles. Ronan, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue de bureau de contrôle là-dessus? Qu'est-ce qui relève du scope du bureau de contrôle et qu'est-ce qui n'en relève pas? Dans les missions de bureau de contrôle, il y a plusieurs choses à voir. Je n'ai pas fait de diapo dessus. En fait, il y a, comme le disait l'AQC, il y a deux choses à savoir. Il y a l'aspect qui est vraiment réglementaire, et là, sur ce point-là, on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. On reste assez binaire, c'est réglementaire, non réglementaire, conforme, non conforme, selon la réglementation sur laquelle on donne un avis. Par contre, là où on a beaucoup de valeur à ajouter, à apporter, ou beaucoup d'expertise à apporter, c'est sur tout l'aspect qui est normatif, et quand on est en technique courante ou non courante. Par rapport à ça, dans le scope du bureau de contrôle, en fait, ça dépend des missions que vous allez donner à votre bureau de contrôle. Les missions de base, alors déjà, le bureau de contrôle n'est pas forcément obligatoire, il est obligatoire que dans certains cas, notamment dans les ERP du premier groupe, donc de 4e, 5e, enfin 4e, 3e, 2e et première catégorie. Au-delà de ça, ça peut être une demande de votre assureur, mais le bureau de contrôle n'est pas obligatoire, il est recommandé en revanche. Et dans les missions qui sont obligatoires pour le bureau de contrôle, il y a uniquement la mission L et la mission S. S'il y a de l'existant, il y a la mission LE. S'il y a du parasismique ou de la zone sismique, c'est de la mission PS également. Mais dans le scope de la mission L et S, il y a peu de choses qui peuvent être bloquantes au niveau du réemploi, mis à part en termes de sécurité, tout ce qui est sécurité incendie, ce qui est purement réglementaire, et on a un arrêté que l'on doit respecter, mais ce n'est pas le bureau de contrôle qui va être bloquant, c'est plutôt la réglementation en tant que telle. Et après, c'est la sécurité des personnes, donc comme des garde-corps par exemple, qu'on suit dans la mission S. Et ensuite, il y a également toute la mission L, qui est la solidité des ouvrages. Et là, on peut vraiment avoir une valeur ajoutée parce qu'on a un référentiel qui est l'Eurocode. Mais au-delà de cet Eurocode, on peut justifier par divers moyens la solidité des ouvrages. Donc même si on n'est pas sur des produits neufs avec une fiche technique, etc., on peut s'écarter un petit peu de ces référentiels et prouver, comme ça a été fait sur des gradins, prouver la résistance du bois, rejustifier par des notes de calcul en reprenant des coefficients supplémentaires, etc., pour pouvoir mettre en œuvre ce réemploi sans que ce soit réellement bloquant. Au-delà de ces deux missions qui sont obligatoires lorsque le bureau de contrôle est obligatoire, il y a tout un tas d'autres missions, comme par exemple la mission P1. Alors, ça, c'est une mission qui est un peu compliquée pour la plupart du temps. C'est tous les éléments qui sont non indissociablement liés
Donc si je prends l'exemple de carrelage ou de revêtement de sol, ça va être un carrelage qui est collé et non un carrelage scellé, c'est-à-dire qu'on peut le retirer sans porter atteinte à la stabilité du bâtiment ou à la structure du bâtiment. Là, cette mission, nous ne l'avons pas toujours, et c'est sur cette mission où on peut être parfois bloquant. Si par exemple on a du parquet, du carrelage ou de la moquette, où on va demander des éléments complémentaires par rapport à la performance de ces matériaux. Mais si on n'a pas la mission P1, mis à part la réaction au feu du matériau, dans certains cas, on ne demandera rien sur ces matériaux de réemploi. Donc voilà, il faut bien doser les choses sur ce que vous donnez à votre bureau de contrôle, bien anticiper sur le bureau de contrôle que vous prenez, parce que si vous donnez trop de missions et que vous ne mettez pas les moyens et le bon bureau de contrôle en face, c'est là que ça peut devenir bloquant. Pour illustrer ça, Frédéric, sur le projet de la recyclerie du Havre, avec un barrage en bois de réemploi, comment vous êtes organisé avec votre bureau de contrôle? Est-ce que vous avez pu un peu déjouer la norme? Alors, il y a des stratégies de contournement, effectivement. On pourrait peut-être en parler sur le projet, enfin, d'étendre le cadre réglementaire. Mais bon, sur les recycleries, il y a 4 recycleries, et chaque qui sont conçues avec des modulaires de remploi, donc c'est assez simple à employer. Par contre, il y a la nécessité quand même d'être contextuel et de faire en sorte qu'on ne voit pas trop les modulaires, donc les modulaires sont appuyés de surfaçade. Donc c'est un petit peu la. En fait, du coup, c'était hors mission du bureau de contrôle, parce que c'était totalement dissociable du bâtiment, et ça vient un peu masquer la façade modulaire sans aucune attache un petit peu de complètement. C'est ça. Donc en fait, on voulait utiliser du bois de palette, parce que l'appui des modulaires, il s'agissait d'utiliser le maximum des matériaux de réemploi ou des déchets de matériaux qu'on retrouve dans les recycleries elles-mêmes. On ne met pas sur le projet. Donc des palettes, ce n'est pas du bois classé, c'est du bois logistique, hein, donc une classe d'emploi qui ne sont pas faits pour faire du bardage, on ne peut pas le justifier comme ça, qui ne sont pas classés ou moins classe 3. On brûle les palettes de façon à redonner quand même, d'abord les unifier, et puis leur donner un aspect plus durable. Mais bon, voilà, si les palettes, il y en a une qui se porte mal, qui pourrit, on peut facilement les remplacer, et finalement c'est un parfum surfaçable. Pour en finir avec les rappels au début de discussion, Ronan, est-ce que vous pouvez nous parler de 2 sujets, donc la durabilité, ce qu'on appelle la durabilité naturelle ou conférée, et puis les classes d'emploi, en quoi elles sont essentielles pour faire le choix d'un bois. Alors il y a 2 choses à voir, il y a la durabilité, déjà il faut parler de durabilité naturelle et de durabilité conférée. Alors il y a un certain nombre d'essences de bois en fait, qui ont une durabilité naturelle qui est préexistante. Le bois est relativement bien fait en fait, lors de sa croissance. Au fur et à mesure de la croissance, en fait, et que la croissance se fait vers l'extérieur des bois. Et sur l'intérieur du bois, en fait, il y a des phénomènes cellulaires qui se mettent en place pour assurer la pérennité de la structure du bois, parce que ça crée le squelette du bois. Donc, dans ces phénomènes cellulaires, il y a la formation de tiles, donc ça vient obstruer les vaisseaux du bois pour limiter la pénétration d'eau dans le bois, pour limiter la progression des insectes xylophages ou autres. Il y a également des développements cellulaires sur des polyphénols. Les polyphénols, c'est notamment ce que vous connaissez dans les tanins qu'on utilise pour ses saveurs dans le vin ou autre. C'est également des caractéristiques sur les tanins qui sont utilisés pour le tannage des peaux de bête quand on a des éléments en cuir, donc qui assurent une durabilité du matériau. Et c'est des matériaux toxiques pour tout ce qui est insectes xylophages et développement fongique. Donc ça, ces matériaux, c'est notamment le duramen qui est durable, qui est au cœur du bois. Et là, on peut voir, ça c'est dans le fascicule de documentation, en fait, vous avez tous les éléments liés à la durabilité du bois. Donc ça, c'est une durabilité qui est naturelle. Et si on prend par exemple le châtaignier, le chêne reculé, on peut avoir également le Douglas. Enfin, non, pas le Douglas, d'ailleurs, c'est plutôt le robinet ou acacia qui sont directement classe 4, naturellement, sans qu'on ait aucun traitement à faire. Et tant mieux, parce que derrière,
on ne peut pas les imprégner, ces bois, ils sont traités comme peu imprégnables, étant donné qu'il y a tous ces tides et ces phénomènes cellulaires qui sont venus boucher les cellules et qui sont durables par elles-mêmes. Ce qui est intéressant sur ce tableau également, c'est qu'on peut voir différentes durabilités par rapport à la classe d'emploi dans laquelle va être mis en œuvre le bois. Donc, de par l'essence même, en fait, et sa mise en œuvre, on peut voir que, par exemple, un chêne pédonculé, si jamais on le met en classe 4, donc ça va être au contact directement du sol, il va avoir une durée entre 10 et 50 ans, selon l'usage prévu. Mais par contre, si on vient le reclasser en classe d'emploi 2, donc classe d'emploi 2, ça peut être du mur ossature bois, ça peut être de la charpente, ou c'est un élément qui est protégé des intempéries. Dans ce cas-là, on peut avoir une durabilité qui va être bien supérieure à. Alors, il me semble que c'est supérieur à 100 ans, je n'arrive pas à dire d'ici, mais normalement, L3, ça doit être supérieur à 100 ans, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on retrouve des charpentes comme la charpente de Notre-Dame qui est majoritairement faite en chêne. Elle a bien plus de 100 ans et elle tiendra, enfin, s'il n'y a pas d'incendie, elle tiendra encore bien longtemps. Au niveau de la durabilité, il n'y a pas de souci particulier. Donc si je reviens rapidement aux durabilités, classe d'emploi, excusez-moi. Classe d'emploi 1, c'est les meubles que vous avez à l'intérieur, donc des chaises, des meubles, etc., qui sont en atmosphère plutôt sèche. Classe d'emploi 2, je viens de vous en parler. 3A et 3B, donc ça c'est exposé aux intempéries, mais pas en contact permanent avec les intempéries. 3A, c'est sur des courtes périodes. 3B, c'est des périodes un peu plus importantes avec des assemblages qui sont non drainants, donc une faculté à évacuer l'eau qui est peu développée. Et classe 4, c'est directement au contact du sol ou avec une humidité qui est prolongée. Et après, il y a la classe 5 qui n'était pas développée ici, c'est dans un autre tableau qui est par rapport au térébenthhe marin. Donc là, c'est quand on met des poteaux en milieu, pas lacustre, c'est en milieu marin. Et donc ça, c'était pour la durabilité naturelle. Et après, on a la durabilité conférée. Et la durabilité conférée, c'est tout ce qu'on va voir comme le sapin, par exemple, qui peut être traité en autoclave. Donc l'autoclave qui va apporter un traitement fongique et xylophage classe 4, par exemple. Donc là, ça peut être des éléments de cuivre. Donc c'est pour ça que les bois sont un peu verts. En fait, c'est de l'oxyde de cuivre qu'on voit qui vient imprégner le bois sous pression. Il y a des traitements par badigeonnage, par trempage, des traitements oléothermiques. Il y a tout un tas de traitements. Et sur ces traitements, il faut bien penser à deux éléments. Déjà, avoir une certification sur le traitement. Donc, par exemple, il y a les certifications CTB-P qui permettent d'avoir la préservation du bois. Et ce qu'il faut bien penser également, c'est que quand on achète un bois qui est de classe 4 par durabilité conférée, quand on vient faire des mises à longueur sur chantier ou autre, j'ai beau le répéter sur chantier, je vois toujours des coupes qui sont faites et le bois il est traité à cœur classe 4, donc on ne retraite pas les bouts, mais il faut quand même traiter les bouts parce que bien qu'il soit traité à cœur, quand on regarde sur la tranche, on voit que le traitement ne va pas jusqu'au milieu du bois. Donc c'est des points de vigilance à avoir. Et là où je veux en venir par rapport au réemploi, l'avantage du bois qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que le bois, par une observation visuelle, on peut retomber sur l'essence. Si on observe sous 3 plans, en fonction de l'organisation cellulaire, on peut redéterminer l'essence de bois, et à partir de l'essence, en fait, on en détermine directement la durabilité. Au moins la durabilité naturelle du bois. Donc ça permet d'avoir s'il est bien mis en œuvre, on n'a pas besoin de le retraiter. C'est plutôt pour, c'est pas le même projet, c'est pour le hangar zéro, donc c'est l'autre slide. Alors, le hangar zéro, enfin, dans la stratégie d'étendre le cadre réglementaire ou normatif, là, c'est facile, c'est un projet autoconstruit. C'est de l'autoconstruction participative. Donc, il n'y a pas d'assurance dommage ouvrage puisqu'on construit nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais en tout cas, on respecte la réglementation, bien sûr, mais on est un petit peu plus détendu, on va dire, par rapport aux normes. Il se trouve qu'on a trouvé un gisement de bois absolument phénoménal. C'est un peu comme la palette, c'est du bois de logistique. Le tas que vous voyez en haut à gauche, là, vous voyez une grande éolienne. C'est Siemens qui nous donne ça. C'est du bois qui sert à faire des grandes caisses, transporter des éléments des éoliennes. Et en fait, ils en mettent en chaufferie plusieurs centaines de mètres cubes par mois. Ça part en fumée. Donc nous, en hangar zéro, on en prélève juste une petite partie. Alors c'est des pièces de bois, c'est du 8-16.
Par contre, on peut absolument pas le caractériser ou même connaître son essence. Ça vient de Chine. Et c'est même un bois hétérogène parce que d'une poutre à l'autre, c'est même pas le même poids. Donc il faudrait trier pour ensuite pouvoir essayer de connaître un peu l'essence. Mais en tout cas, on l'utilise, c'est vrai, pour faire quelque chose qui serait normalement classé 4. Donc c'est les terrasses qui sont autour du hangar 0 qui servent à faire l'événementiel, à recevoir du public en extérieur. Bon, en fait, on le pose, c'est du 8-16. Je pense qu'il va se passer du temps avant qu'il pourrisse. Et puis, s'il y a un élément qui pourrit, bah, on le remplace. Mais en tout cas, ça permet quand même de donner une vie à un bois qui, de toute façon, n'est pas un bois d'œuvre, enfin un bois qui serait de toute façon parti en chaufferie ou réduit en copeaux. Donc, au moins, ça permet de prolonger sa vie et de voir, qu'est-ce qui se passe. Sachant que là on n'est pas soumis, on va dire, à une obligation de tenue dans le temps, puisqu'on fait ça pour nous-mêmes. Mais on utilise également en ossature bois à l'intérieur pour faire des cloisons dans lesquelles on réutilise des dalles de faux plafond de réemploi d'ailleurs pour isoler. Et après c'est revêtu de sacs de café qui sont du sisal, c'est une autre fibre végétale. Qu'on imprègne de barbotine et qui vient en fait recouvrir les dalles de faux plafond et les ossatures bois pour faire des cloisons isolantes et faites qu'avec des matériaux de réemploi. On a vu également, on a construit quand même des petites structures avec ce bois non classé. Bon, voilà, on construit pour nous-mêmes, donc c'est une façon aussi d'utiliser le bois, on va dire dans un autre cadre qu'un cadre normatif. Donc on a vu le levier numéro 2 qui serait plutôt de déclasser le bois et le levier numéro 3 qui est de prendre une marge de sécurité en surdimensionnant. Sur cette question de coefficient de sécurité, Édouard, vous avez travaillé sur un projet de recherche nommé Spirou, dont la note méthodologique devrait sortir courant avril. Peut-être que vous pourrez nous dire où on pourra consulter ce document. Et donc, qui est un travail sur la normalisation d'un coefficient de sécurité pour l'appliquer de manière plus systématique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est pas ça, mais c'est pas grave. Mais non, mais il n'y a pas de normalisation de coefficient de sécurité, c'est un des verrous qu'on a identifié. Non, le projet Spirou, donc qui est financé en grande partie par l'ADEME. Alors j'ai pas fait de slide, je crois. C'est un projet qui se met sur 10 familles de produits, dans l'idée d'avoir des notes méthodologiques sur comment en fait les réemployer. On a parlé un petit peu de massification au début de la table ronde, même je crois que ça a été dit quelques fois au cours de la matinée. Justement, l'idée c'est comment on pourrait arriver à massifier le réemploi en se mettant, en fait, c'est des notes qui sont à destination de toute personne qui voudrait se mettre à reconditionner de façon un petit peu massive les éléments réemployés. Et entre autres, il y a une de ces notes qui est sur les charpentes en bois et sur le réemploi de charpentes en bois. C'est dans une optique par rapport à tout ce qu'on a pu voir, ou parce que par rapport à tout ce qu'on voit, qui est un peu différente, parce que c'est dans une optique de le massifier très fortement. Et du coup, là, on est obligé de beaucoup plus se caler sur tout ce qui va être normes et réglementation. Et c'est pour ça que l'un des enjeux, donc l'un des verrous, on en a identifié plusieurs, mais l'un des verrous, c'est effectivement ce coefficient de sécurité. Et ça a même été dit, je crois, ce matin, il me semble aussi, sur le coefficient de sécurité on prend un coefficient de sécurité de 20% en plus, par exemple, pour la charpente. Ce 20%, c'est le bureau de contrôle dans ce cas-là qui le donne. Mais donc nous, on a regardé dans les normes, on a essayé de voir, il n'y a pas de consensus en fait scientifique sur ça, sur de combien serait le coefficient de sécurité. Et alors là, je pense qu'on peut mettre la slide sur les verrous. Donc il y en a plusieurs, mais ouais, le verrou dont je parle en ce moment, c'est celui sur la détermination de la classe de résistance. En fait, donc le BSO, on n'a pas dit, on a parlé là des classes d'emploi, mais au niveau des classes de résistance, je crois que tu as une slide aussi, Ronan, donc après on pourra repasser dessus. Mais juste un point très rapide, sur les classes de résistance mécanique, c'est à partir de ça qu'on va savoir donc comment on va pouvoir mettre le bois, à quoi il va résister en termes de permanence mécanique. Et c'est à partir de ces classes de résistance qu'on va pouvoir dire on peut appliquer un coefficient de sécurité, on peut appliquer un coefficient. Le problème à l'heure actuelle, c'est que pour le bois réemployé, je reviendrai sur cette slide-là plus tard, mais il y a plein d'éléments à prendre en compte, comme frein ou comme levier, ou surtout comme non-connaissance. Et entre autres, la question de quel est le coefficient de sécurité qu'on pourrait appliquer de façon un petit peu systématique dans le code, eh bien, c'est une question qui n'a jamais été posée et que justement il faut se poser pour qu'on puisse dire
bah, quand on envoie du bois réemployé, on sait que le coefficient de sécurité connu ou reconnu, il est de temps. À l'heure actuelle, il faut, pour moi, je pense, aller voir les bureaux de contrôle pour qu'ils vous disent ce qu'ils acceptent comme coefficient de sécurité. Voilà. Je sais pas si du coup, Romain, peut-être un point sur la résistance, classe de résistance mécanique, comme ça pendant qu'on y est. Alors, la classe de résistance mécanique, en fait, l'avantage du bois, encore une fois, c'est que on peut déterminer l'essence de bois par rapport à la caractérisation visuelle du bois. Donc, alors, soit on peut le faire avec des coupes qui se font à l'œil nu, soit c'est sous microscope. Et en fait, avec l'organisation cellulaire, on retombe sur la caractérisation du bois. Là, j'ai pris un exemple sur du chêne, par exemple. Si on se retrouve face à un élément en chêne, il y a plusieurs modes de classement pour le classement mécanique des pièces de bois. Ce qui se fait dans l'industrie, ce qui est le plus dans l'industrie du coup de débit et des lignes de sciage du bois massif, en général, c'est une caractérisation qui se fait avec une onde sonore qui est caractérisée et qui fait l'objet d'un classement mécanique qui va par exemple pour les résineux du C18, C20, C24, etc., etc. Pour le bois feuillu, ça va plutôt être du D30. Et après, on va avoir les dérivés au-dessus, en dessous. Et il y a également une autre possibilité qui est un classement visuel. Donc le classement visuel, il est normé, c'est la NFB 52001 et il y a toutes les suivantes en fonction des différents types de bois que l'on veut classifier. Donc la 001, c'est par rapport notamment au chêne au bois massif et au chêne. Et du coup, on a des classes visuelles qui donnent des renvois vers des caractérisations mécaniques. Et en fait, par rapport à ça, sur un bois qui fait l'objet d'un réemploi, une fois qu'on a déterminé l'essence, c'est très didactique. Il suffit de regarder la largeur des cernes d'accroissement. Plus elle va être forte, plus le bois va avoir poussé vite, moins il y a de caractéristiques mécaniques. Le diamètre des nœuds, donc là forcément, si vous avez des nœuds qui sont traversants, non traversants, supérieurs à la moitié de l'épaisseur ou autre, on va avoir moins de résistance mécanique, etc., etc. Donc là, c'est vraiment de l'observation. Donc ça se fait également dans les scieries. Il y a des opérateurs qui connaissent la norme par cœur et qui savent trier le bois, mais à une vitesse phénoménale pour les avoir vus faire et ils se trompent pas. Et sinon il y a l'aspect machine aussi où il y a un petit marteau qui vient taper dessus et c'est l'aspect mécanique. Donc ça peut être une des voies qui permet d'avoir la classification mécanique du bois de réemploi, bien qu'on ne connaisse pas la caractérisation mécanique initiale qui a été faite sur ce bois. Cependant, en fonction de l'usage qu'il y a eu sur le bois, les conditions de fluage, les conditions d'hygrométrie, etc., il y a une certaine incertitude sur les caractérisations mécaniques. Donc c'est là où Marc précisait que sur certains projets, on prend en fait en fonction de la méconnaissance de l'usage du bois dans sa vie antérieure, en fait on prend un coefficient de sécurité. Donc par exemple, si sur le classement sur un résineux on trouve du C24, on va le mettre en œuvre en faisant les calculs comme si c'était du C18. Ça nous permet d'avoir une marge de sécurité sur sa mise en œuvre et on va légèrement surdimensionner l'ouvrage, mais ça va pouvoir permettre quand même de réaliser du réemploi. Donc voilà, c'est une des voies possibles pour le réemploi. Et sur les appareils de classification, il y a également, donc tout ça, c'est des appareils qui sont homologués. Notamment sur l'onde sonore, etc. Et là, il y a des développements qui se font pour homologuer des appareils la dénomination commerciale, c'est Pollux. C'est développé par une entreprise qui s'appelle CBT. Et alors, il me semble qu'elle n'est pas encore homologuée, cette installation. Mais ça va permettre, en fait, il y a du développement qui se fait justement pour caractériser le bois, même s'il est déjà en œuvre. Donc ça permet, avant de faire le démontage, de pouvoir caractériser le bois et pouvoir fiabiliser les choses et savoir si on doit investir du temps pour démonter proprement l'élément bois et pour pouvoir faire la conception bien en amont et éviter de faire des tests destructifs. Et ces sons Pollux, elles ont été utilisées notamment dans le projet Hilton, qui sera, je crois, une des réalisations qui sera proposée à la visite à la suite de cette plénière. Mais du coup, la caractérisation, qui s'en charge ou qui peut s'en charger ? Alors, la caractérisation, le bureau de contrôle a une des particularités, c'est qu'il ne peut pas être partie prenante de la conception. On n'a pas le droit d'être concepteur parce qu'on ne peut pas être à la fois concepteur et vérificateur des éléments. Donc ça, c'est un des éléments qu'il faut avoir en tête et qui est très important.
Donc de ce fait, tout ce qui est caractérisation et tout ce qui est échantillonnage, détermination des essais, réalisation et formalisation des fiches techniques des matériaux de réemploi, comme le disait Marc, en fait, c'est la maîtrise d'œuvre, un AMO réemploi, la maîtrise d'ouvrage si elle a les compétences en interne, où elle doit s'accompagner de personnes qui ont la compétence pour mettre en place tout un protocole de caractérisation des matériaux selon les matériaux qui sont réemployés. Et à ce sujet, nous, en tant que bureau de contrôle, pour le coup, on remet un avis et on accompagne dans cette démarche de manière à ne pas être bloquant dans la suite des choses. L'objectif, c'est de pas vous laisser maître d'ouvrage ou maître d'œuvre tout seul dans la réalisation de ces essais, c'est de vous accompagner pour vous, à chaque ultimatum, en fait, vous dire est-ce que c'est une voie qui peut être approfondie, est-ce qu'on la validera derrière, est-ce qu'on remet plutôt un avis favorable, et on accompagne la démarche pour ensuite formuler une sorte de fiche technique, et cette fiche technique, ensuite, on l'intègre directement dans notre mission de bureau de contrôle classique, comme si c'était un matériau qui était acheté dans le commerce. Et par rapport à ça, il faut faire attention également à documenter toutes ces justifications et toutes ces caractérisations de manière à bien cerner la personne qui prend le rôle de qualificateur, de manière à ce qu'elle soit assurée pour réaliser ce rôle de qualificateur. Donc qualificateur, c'est la personne qui va prendre sur elle de caractériser les matériaux et donner les caractéristiques par rapport à un matériau donné. Et ça peut être toutes les personnes que j'ai citées auparavant, donc AMO, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, si l'entreprise également, qui peut caractériser ces éléments. Et il faut être assuré pour, au même titre qu'un fabricant qui appose une fiche technique sur un produit. Frédéric, est-ce que vous pouvez à nouveau illustrer ça avec un exemple, celui du phare peut-être? Comment vous avez procédé? Au phare, notamment, on a je ne sais pas s'il y a des images, non, je ne crois pas. Avec Ronan, justement, comme contrôleur technique, faire un bardage en bois de réemploi. Et là, en l'occurrence, on est sur un parquet de chêne. Enfin non, il y a eu le parquet de chêne, mais on l'a disqualifié finalement parce qu'il y avait parce qu'il faut quand même respecter le DTU sur les bardages. Donc un recouvrement, en pose jointive, un recouvrement de 10 mm. Or, rainure et languette étaient genre 7-8 mm, donc ça passait pas. Et le fait de faire des transformations sur ce gisement faisait que c'était beaucoup trop cher. Et là, on a trouvé un bois qui est un ancien bardage en fait, qui est taillé en biseau et qui permet en fait d'avoir ce recouvrement de 10 mm. Donc il restera, une fois que ça aura passé auprès de la mairie, doit d'abord donner un accord sur le prototype esthétique, parce qu'ils sont très vigilants. Ensuite, si ça marche, on fera la caractérisation pour s'assurer qu'il est bien en classe 3A. Et c'est là où on a des problématiques en fait entre réemploi et réusage. C'est que si on est sur du réemploi, globalement, on a des produits qui répondent aux normes ou aux DTU qui leur incombent. Et dès qu'on passe sur du réusage, donc on modifie l'usage initial du matériau, en fait, on se retrouve sur le DTU qui est parquet et on se retrouve pas dans les bonnes dispositions. Donc, les caractérisations et la façon dont a été créé le matériau, en fait, ne va pas répondre au nouvel usage. Donc, il y a des requalifications à faire, ce qui peut être, onéreux et qui demande à retravailler un peu la matière. Mais c'est ça, le parquet de chêne, il était classe 4 ou au moins 3, donc on était sûr qu'on pouvait l'employer en bardage, mais par contre, on respectait pas le DTU. On aurait pu respecter un DTU plus simple de pose disjointe, mais à ce moment-là, il était pas assez épais, il fallait qu'il fasse 35 mm, je crois, d'épaisseur. Bon, dans tous les cas, ça marchait pas, en fait. Et est-ce que des fois, en tant qu'architecte, vous devez engager une certaine responsabilité? Alors, c'est sûr que sur le hangar 0, je prends des risques. Je sais qu'il n'y a pas de représentant de la MAF ici. Dès lors qu'il n'y a pas c'est de l'autoconstruction, bien sûr, il n'y a pas il y a pas d'assurance. Mais bon, on peut pas exclure que dans 8 ans, ça change de propriétaire. Et du coup, en fait, c'est le hangar 0 en tant qu'autoconstructeur devient a le statut de constructeur et moi de l'architecte aussi. Donc là, ça pourrait effectivement mal se passer. Mais en fait, là sur le hangar 0, on a la certitude que ça changera pas de propriétaire.
En tout cas, si ça change de propriétaire, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien dedans et que voilà, c'est un lieu qui est trop spécifique et qu'il y aura une durée de vie, en tout cas pour le même usage de tiers-lieux. Émilie, j'aimerais bien avoir votre avis en tant que maîtrise d'ouvrage sur tous ces sujets-là. Est-ce que, selon vous, c'est nécessaire de s'entourer d'un AMO économie circulaire ou d'un AMO réemploi pour être épaulé? Moi, je pense que ça dépend surtout des compétences en interne des maîtres d'ouvrage parce que on n'est pas tous staffés de la même manière. Nous, on a la chance d'avoir des architectes en interne, donc on peut porter que cette mention-là, elle est importante. Après, je pense que pour des maîtrises d'ouvrage qui sont pas staffées, c'est toujours intéressant d'avoir un AMO, ne serait-ce que pour échanger avec les élus, pour leur faire comprendre les impacts de telles pratiques et qu'elles soient importantes à mener et à mettre en œuvre dans les maîtrises d'ouvrage, malgré nous toutes les contraintes qu'on peut avoir, qu'elles soient administratives, assurantielles, juridiques, parce que c'est sûr que nous, nos contraintes en tant que maîtrise d'ouvrage, si vous n'avez pas quelqu'un qui est moteur sur ces sujets-là en interne, vous pourrez pas avancer, d'autant plus avec nos contraintes et en plus celles qu'on peut avoir. Voilà, comme l'a dit Ronan, il faut choisir le bon bureau de contrôle aussi qui va aider à porter et qui va permettre la réalisation du projet. Donc on a vu un nouveau levier qui était de proposer une recaractérisation du matériau de réemploi comme s'il était neuf. Il y en a un autre qui est d'utiliser les garanties fournies par des fournisseurs professionnels de matériaux. Les vendeurs de matériaux de réemploi sont un maillon essentiel quand même dans la chaîne d'opération, puisqu'ils peuvent garantir certains aspects comme l'homogénéité du lot et la complétude des lots et la qualité des opérations qui a été effectuée dessus, comme la qualité du nettoyage par exemple. Oui, si ça m'amène à la question un peu plus culturelle, celle de l'acceptation, notamment par la maîtrise d'ouvrage, de l'incertitude qui est liée au gisement. Vous avez l'impression, vous, qu'il vous a fallu changer de regard en tant que maîtrise d'ouvrage pour utiliser des matériaux de réemploi? Nous, aujourd'hui, dans le cadre de petites opérations qu'on mène en interne, quand on fait de la maîtrise d'œuvre en interne, on fait beaucoup de réemploi de nos matériaux qu'on a. On a un petit peu de stock, voilà, on réutilise des sanitaires, des petites choses en fait. Donc ça, quand on fait des opérations en interne, on n'hésite pas à le faire, mais à plus grande échelle, on l'a pas forcément encore fait. Et je pense que c'est faisable, mais il faut mettre, à mon sens, les règles du jeu dès le début de l'opération. C'est-à-dire que quand une maîtrise d'ouvrage publique elle lance ce genre d'opération, il faut soit effectivement qu'elle dise bon bah voilà, je veux que cette opération elle fasse une part belle au réemploi sur plein de volets différents. Et je pense qu'il faut que dès le début de l'opération, ce soit intégré, même si une maîtrise d'ouvrage, si elle est déjà sensible à ces sujets, elle peut accepter des propositions des maîtres d'œuvre parce que c'est toujours intéressant. Mais si elle n'est pas sensibilisée dès le début, ça peut être un gros frein, notamment sur des sujets assurantiels. Moi, je sais qu'en interne, on a déjà eu des débats là-dessus avec des personnes qui sont pas du tout sensibles à ça et qui sont vraiment eux dans leur biais administratif et juridique et assurantiel et qui vont dire oulala stop, on va pas se lancer là-dedans, ça va être complexe. Donc il faut, d'où aussi l'idée d'avoir un AMO qui peut aider à l'acceptabilité de ce genre de pratique et d'avoir aussi les compétences en interne pour dire bah non là il y a pas de sujet, il y a pas de débat, c'est facile, on prend pas énormément de risques, mais il y a quand même ce truc d'administration publique qui va vous dire oula attention. Vous, Frédéric, dans le projet du phare, vous avez opté pour la réalisation d'un prototype pour faire accepter l'esthétique du gisement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Donc il y a la mairie de l'île Saint-Denis, effectivement très pointilleuse sur c'est normal sur la durabilité et la pérennité de l'aspect esthétique. Donc on a réalisé notamment des prototypes avec le chêne, le parquet de chêne. On a un autre gisement, donc le bois de bardage biseauté pour lequel on a fait également un prototype. Il était même question à un moment de palette en bois brûlé, mais voilà, on a vite, contrairement à ce qu'on a fait au Havre, on n'était pas en surfaçade, on était donc là ça a pas été très loin.
L'idée de ces prototypes, c'est premièrement de le faire valider esthétiquement et ensuite de pouvoir le valider techniquement dans sa mise en œuvre et également apprécier le temps à passer pour pouvoir parce qu'en réemploi c'est pas toujours simple d'arriver à estimer le coût de la réalisation. Donc le prototypage sert également à validation esthétique, validation technique, mais également s'assurer pas dans une impasse, on va dire économique, et s'assurer que c'est réalisable. On l'a fait également avec les cloisons qu'on a mis au point au hangar 0 avec le ossature bois de réemploi, remplissage dalles de faux plafond recouvert d'une trame, hein, que ce soit du sac de sisal ou autre chose, les vieux jeans, voilà, en stratifié avec de la barbotine permettant ensuite de faire des enduitaires. C'est quelque chose qui a été fait également en prototype pour s'assurer non pas là d'une on va dire d'une conformité puisqu'il y avait pas de sujet, mais que ce soit réalisable on va dire en temps de main d'œuvre, qu'on parte pas dans quelque chose de trop dispendieux. Voilà. Donc on a un nouveau levier qui est donc la validation esthétique et la définition du degré d'imperfection tolérée. Et sur ces questions de changement de regard ou peut-être de changement de pratique, il y a la notion de design inversé. Donc il s'agit pour les maîtres d'œuvre d'adapter la conception au gisement et non l'inverse comme on le fait plus communément aujourd'hui. C'est une pratique qu'on voit de plus en plus émerger. Vous, Frédéric, vous l'avez mis en pratique à la ferme des possibles de Stein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Alors la demande du maître d'ouvrage sur la ferme des possibles à Stein, c'était un bâtiment avec le maximum de matériaux de réemploi. On a travaillé avec Bellastock notamment, qui a sourcé 4 grandes ressources, notamment les fenêtres en bois. Donc ça, c'est des fenêtres qui sont issues d'une rénovation thermique, donc tout près à Gennevilliers, donc à peine à 3 km du chantier. Et alors on peut faire plein de choses avec des fenêtres de réemploi, même des fenêtres de simple vitrage, en contournant justement l'application de la réglementation thermique. Il suffit que derrière ça soit pas des locaux chauffés. Or le programme permettait en fait puisque c'était une ferme, donc la transformation en fait de fruits et légumes produits sur site avec une cuisine, un laboratoire et en fait avec des circulations propres et sales, des doubles circuits qui étaient très efficaces en périphérie, avec au centre des locaux qui sont réfrigérés, donc qui n'avaient aucun intérêt de les mettre en façade, avec donc des espaces tampons et donc qui permettent de mettre à l'abri du vent et de la pluie sans aucune exigence de thermique ni même d'étanchéité à l'eau et à l'air. Enfin, l'idée c'est vraiment d'être à l'abri du vent et de la pluie pour pouvoir pratiquer ces circulations qui sont carrelées avec des siphons de sol, voilà, donc qui sont lavés à grande eau régulièrement. Donc ça permet justement aussi d'étendre le cadre réglementaire ou du cadre normatif pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. On a juste à s'assurer que notre façade va tenir au vent, hein, donc c'est une simple, on va dire, vérification de calcul de structure. Et là, comment on s'est adapté à la ressource, c'est qu'en fait la ressource avait été sourcée avant. On savait qu'on aurait cette ressource-là, donc on a conçu le bâtiment avec, en fonction de la taille des menuiseries. On s'en rend pas bien compte là, mais il y en a 650, elles sont toutes 88 cm, mais avec 3 hauteurs différentes, ce qui nous a permis de calpiner de façon, on va dire, un peu organique, enfin pour avoir des façades qui soient pas trop rigides. Le pignon, vous voyez, c'est lui, il est orienté au sud, et on en a fait un mur trombe. On avait aussi une ressource qui était des briques BTC de réemploi que Bellastock avait réalisé dans le cadre de son festival d'été, le village des terres. Donc on avait des briques, on avait des fenêtres de réemploi, simple vitrage. En fait, le mur trombe, il est né de ça, des ressources qu'on avait. On a eu la possibilité donc de faire ça vraiment à un coût très très intéressant. En bas à gauche, vous voyez le restaurant qui est derrière le mur trombe, qui permet d'être plutôt frais l'été et puis d'être confortable chaud toute la journée l'hiver en évitant de faire trop tourner la chaufferie. En bas à droite, on a le même principe, hein, donc ça c'est la maison de l'environnement à Épinay-sur-Seine, où va justement le bois qui vient de
je sais plus. Montfermeil. Ouais, Montfermeil, qui est utilisé en ossature, avec là des fenêtres qui viennent de chez Dior. Hein. Le bâtiment, c'est plutôt un bâtiment très low-tech, en bois, terre, paille, matériaux de réemploi, mais qui s'habille chez Dior quand même. Hein. Elles viennent du 8e arrondissement, où on a conçu, bon là le mur trombe n'est pas encore monté, mais derrière il y aura des briques issues de la fabrique à Sevran. Donc c'est vrai qu'en réemploi, on a toujours cette contrainte inversée de construire avec ce qu'on a, donc d'adapter l'architecture à la ressource disponible. Ronan, est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur ce type d'ouvrage, le mur trombe? Pas de problème, mais par rapport à ça, en fait, l'objectif, c'est de se décaler encore une fois de la réglementation, étant donné que ces murs n'ont pas de rôle dans le clos couvert du bâtiment et qu'on considère cet espace comme faisant pas partie, enfin l'espace qui est juste derrière le mur en menuiserie, hors du clos couvert du bâtiment. En fait, on a plus de liberté. Alors c'est pas pour ça qu'on n'a aucune réglementation qui va s'appliquer dessus. Il faut quand même assurer la stabilité du bâtiment et la stabilité de la façade, notamment sur les menuiseries. Alors sur ce bâtiment, il n'y a pas de passerelle, mais on a d'autres bâtiments où il y a une première peau qui est faite avec des menuiseries, où on peut se retrouver avec des passerelles. Et là, on a des problématiques de garde-corps. Donc soit il faut dimensionner les ouvrages avec des sections de bois et les caractériser pour s'assurer qu'ils remplissent cette mission de garde-corps, soit on peut venir faire des essais pour s'assurer que ça va résister à un choc. C'est pareil pour tous les vitrages qui sont mis en œuvre dans les menuiseries. Si ça fait partie, alors ce qui est fait le plus généralement, c'est de rajouter un garde-corps qui va avoir le rôle uniquement de garde-corps côté intérieur pour s'affranchir de ces problématiques-là et renforcer le vitrage en mettant du vitrage feuilleté pour éviter les risques de heurts. Et voilà, c'est une bonne solution pour s'affranchir. Parce que c'est vrai que des menuiseries, si on reprend des menuiseries et qu'on doit les remettre dans un bâtiment en utilisant la menuiserie en tant que menuiserie, donc du réemploi total de menuiserie et pas du réusage, en tant que bureau de contrôle, pour le coup, on devient relativement contraignant parce qu'il y a toute la quincaillerie qui a déjà été utilisée pendant un certain nombre de temps. Donc, il va y avoir des cycles d'essai de manière à s'assurer que la quincaillerie permet d'assurer les 10 000 cycles d'essai de la norme. Il va y avoir les caractéristiques d'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent. Il va y avoir des caractérisations au niveau thermique parce que sur les vitrages, on a des dépôts, on a des dépôts qui permettent d'avoir une certaine caractérisation du UW de la menuiserie, recaractériser tous ces éléments. Et quand on commence à additionner tous ces éléments, sauf si on a un gisement qui est colossal, c'est quasiment impossible à réemployer, surtout qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine de la menuiserie extérieure ces dernières années, ce qui fait qu'on va avoir des menuiseries qui ont des performances qui sont en deçà de ce qu'on peut attendre actuellement pour atteindre les valeurs que l'on a. Voilà ce que je peux dire sur les menuiseries actuellement sur le réemploi. Merci. J'aimerais bien revenir sur la question du cadre. Frédéric, il y a ce que vous appelez le cadre militant. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que finalement ça vous permet? C'est vrai que je me définis souvent comme militant avant d'être architecte. Donc j'utilise mon métier pour militer, pour changer le monde. Je suis un idéaliste. Donc c'est vrai que peut-être ça m'amène à faire passer, on va dire, l'objectif qui est d'avancer, d'aller plus loin, que de rester toujours l'œil braqué sur est-ce qu'on est dans les cadres ou pas. Donc ça nous amène parfois à être un peu border, mais bon, voilà, toujours avec une analyse de risque, de ne pas faire n'importe quoi. Mais peut-être, bon, ça permet, oui, d'aller plus loin et aussi en tant qu'architecte parfois bénévole pour aider des collectifs, etc., en contrepartie, ça permet d'expérimenter, mais expérimenter pas uniquement pour se faire plaisir, mais aussi pour, une fois que des process sont mis au point, pouvoir les placer sur des projets voilà, où il y a un cadre, on va dire, plus conventionnel. Oui, et puis accepter peut-être une prise de risque, que si on n'a pas ce fond militant, on sera moins... Après, tous ceux qui militent et qui vont... moi, je sais pas, je vais pas dans les ZAD, je vais pas me battre, je vais pas faire de la prison pour ça, mais au moins que je partage aussi quand même cette prise de risque d'une autre manière.
Notamment, vous avez mis en place mis en œuvre des enduits qui sont amendés avec de la sciure de bois et des copeaux de bois issus du chantier. Comment on fait ensuite pour passer avec ce genre de technique d'un cadre militant à un cadre peut-être un peu plus institutionnel? Bah, alors, c'est une autre façon, effectivement, d'utiliser le bois jusqu'à l'ultime, hein, quand on coupe nos bois non classés, on produit de la sciure. Il se trouve qu'en Normandie, on a une terre, un peu comme dans le bassin parisien, qui est très, très argileuse, limoneuse, et souvent, il n'y a pas assez de sable pour en fait faire des enduits ou l'utiliser de façon, enfin, faire du pisé, des choses comme ça. Et que nous, en Gare Zéro, on ne veut pas mettre de sable, hein, c'est un matériau qui provoque beaucoup de dégâts dans l'environnement au moment de l'extraction. Donc on a trouvé ça, on a trouvé la sciure de bois pour rajouter. Bon, on ne se met pas de limite, hein, c'est-à-dire qu'on met autant de sciure de bois qu'il faut pour faire en sorte que les enduits ne fissurent pas. Par contre, dès qu'on passe sur un chantier où on va voir le contrôleur qui va nous dire non, on ne fait pas ce qu'on veut, et là, on commence à réfléchir. Voilà, c'est pas plus de 1% en volume, mais en poids. Ce qui fait qu'en poids, en volume, ça fait quand même beaucoup plus, hein, on peut arriver jusqu'à 30%. Et puis rajouter peut-être d'autres trucs qui sont pas combustibles et qui permettent d'autres charges minérales qu'on peut trouver chez les tailleurs de pierre, enfin de la poudre de pierre et tout ça. Donc c'est ça, en fait, c'est de passer, on va dire, de l'expérimentation libre à un process qui pourra être validé. Bon, c'est là, il faut peut-être remettre en question le process, on sait qu'il marche, mais essayer de trouver le moyen quand même de passer par les fourches codines du bureau du contrôleur technique qui fait son métier, et c'est normal. Et donc pour conclure cette discussion, Édouard, est-ce qu'il y a des verrous scientifiques qu'il faudrait encore lever? Oui, alors toujours pareil, hein, là on a vu beaucoup de choses qui peuvent se faire. Je dirais que c'est pas artisanal, mais dans le beau sens du mot, hein, c'est-à-dire que c'est très très axé. On voit que c'est pas massifiable facilement en fait. Et justement, lorsqu'on va vouloir massifier, donc nous c'est la question qu'on s'est posée dans le projet Spirou, c'est comment on peut reconditionner tous ces gisements pour massifier. Sur le cas des charpentes, en fait, on a rencontré pas mal de verrous scientifiques et techniques. Alors, on pourrait dire, c'est des verrous, c'est dommage. Oui, mais des verrous, on peut le voir de deux façons. Soit c'est des freins, soit c'est des leviers à actionner, en fait. Donc moi, je le vois plutôt comme des leviers. Donc moi, c'est plus dans Spirou, on a identifié ça. Et maintenant, en fait, on donne à la filière et on dit, si on veut répondre à la question, si on veut remployer plus, il va falloir répondre à la question de tout ce qui est fluage et endommagement. Entre autres, que se passe-t-il au-delà de 50 ans? Alors pourquoi 50 ans? Parce qu'en fait, dans l'Eurocode, on nous dit que les bâtiments sont prévus pour une durée d'usage de 50 ans. Et donc, en fait, les coefficients qu'on met pour le fluage en cas du bois, ils ont été prévus pour 50 ans. On imagine très bien que ça peut sûrement se faire au-delà, mais en fait la norme ne nous permet pas de dire que ça se fait au-delà. Donc la question, ça va être de regarder ce qui se passe et juste de s'assurer qu'on peut aller bien au-delà de 50 ans, bien au-delà de 100 ans. On nous a dit ce matin qu'il fallait 135 ans de bois mis en œuvre pour qu'on puisse commencer à vraiment stocker du carbone à long terme. Et ça veut dire qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on a ici. Donc ça, c'est l'un des premiers verrous qu'on a identifié. Je dirais que c'est un gros verrou, celui-là. Donc il va falloir faire quelque chose. Il y a aussi une question de, on a des bois qui peuvent avoir, donc déjà le bois émet lui-même des substances chimiques, et puis on peut avoir mis un petit peu de traitement, alors soit du traitement pour augmenter la durabilité conférée, donc ça c'est encore un autre sujet, mais on peut avoir des petits traitements, des lasures qui ont été mises ou autres. Et il y a une question de quelles sont les substances chimiques interdites maintenant en fait qu'on peut rencontrer sur un gisement de bois, et qu'est-ce qu'on en fait. Donc comment on pourrait les identifier? Comment on les traite? Est-ce qu'il suffit de raboter un morceau de notre élément en bois ou pas? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Alors, on a des hypothèses de ce qu'on pourrait faire, mais toujours pareil, c'est un sujet qu'il va falloir travailler plus en profondeur pour pouvoir lever le verrou. Donc, la classe, pareil, détermination de la classe de résistance mécanique. Hein, donc, comme je disais, là, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quel coefficient de sécurité on pourrait rajouter, ou alors comment est-ce qu'on pourrait mieux caractériser et sans que ce soit trop lourd cette classe de résistance mécanique, parce que à l'heure actuelle, si on voulait faire comme pour le neuf, en fait, ça deviendrait très très lourd et très coûteux pour le réemploi. Donc voilà, il y a cette question de quel coefficient et comment on déclasse le bois réemployé.
La durabilité conférée, c'est comment traiter un bois déjà traité. Dans le cadre de la durabilité conférée, il y a cette question de est-ce que en fait, on donne une durabilité supplémentaire. Alors souvent, il va y avoir une limite un petit peu de 100 ans là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les traitements qu'on peut refaire facilement? Parce que c'est autoclave, ça va être tout de suite un peu plus compliqué de retraiter un bois qui a été traité sous autoclave. Et vraiment, la question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire et comment on identifie quel traitement a été fait pour savoir quel est un traitement supplémentaire qu'on pourrait faire ou comment on pourrait retraiter le bois si cela est nécessaire. Parce que c'est pas toujours nécessaire. Je parle un petit peu aussi du lamellé collé parce que il y a forcément plus de charpente en lamellé collé. Et pour le lamellé collé, on a un cas très spécifique qui est le vieillissement de la colle. En fait, c'est un petit peu comme pour le fluage. Les colles, elles sont prévues pour la durée d'usage du bâtiment, donc elles sont prévues plutôt pour tous 50 ans. Alors, dans la plupart des cas, elles tiennent plus longtemps aussi, mais c'est un petit peu la même chose. C'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que nos colles vont tenir plus longtemps que 50 ans, quelles sont les questions de sécurité, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on va récupérer notre gisement pour le réemployer au niveau de la colle pour s'assurer qu'on pourra le remettre en service pour une durée à déterminer du coup pour le bâtiment, mais au moins 50 ans. Et puis il y a un autre point qui est important, qui lui est pas un verrou, je dirais d'ordre plus scientifique ou technique, c'est un verrou plutôt administratif, mais qui est quand même un gros verrou qu'on peut rencontrer et qui peut-être est l'un des plus faciles à actionner en tant que levier, c'est comment on conserve toutes nos données, c'est entre autres les DOA, où finalement on a beaucoup d'informations sur le bois, sur la caractérisation du bois, tout ce qui va avoir été fait, comment il a été mis en œuvre. On peut aussi voir tout ce qui est information lors de rénovation, où on a eu des petits dommages, on a dû remplacer telle pièce de bois et tout. En fait, si on a une traçabilité de tout ça, ça va permettre de mieux quantifier le gisement au moment du diagnostic et de mieux le connaître et du coup en fait enlever beaucoup de questionnements sur son hétérogénéité, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'hétérogénéité des gisements, et il y a l'hétérogénéité du bois déjà qui est importante, c'est pour ça qu'on a plein de choses au niveau des normes qui nous font des statistiques là-dessus. Et ajoutons à cela tout ce qui se passe pendant la mise en œuvre de notre bois. Si on sait ce qu'on avait au départ et où est-ce qu'on en est au moment où on a le gisement, on peut faire un comparatif et imaginer un petit peu ce qui s'est passé. Mais si on ne sait même pas où on en était au début et ce qu'on a voulu poser, là on a encore plus d'inconnus, donc forcément on va pouvoir moins facilement le valoriser. Donc ce verrou de la transmission des documents techniques, pour moi c'est un verrou qui est très important, qui a déjà été abordé ce matin aussi. Et je pense que lui, on peut vraiment faire quelque chose assez vite finalement sur ce sujet-là. Donc, pour résumer, le dernier levier, ce serait d'investir dans la recherche. Ouais, ça c'est vraiment un levier évident d'investir dans la recherche et du coup voilà, le but c'est qu'on a un petit peu montré des premières voies à aller chercher sur la recherche, mais oui, il va falloir investir, c'est sûr. Merci beaucoup à toutes et tous. Je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Louise François, maîtrise d'ouvrage SNCF Gare et Connexion. J'avais une question pour la ville de Montfermeil, notamment sur la sortie. Le levier que vous mettez en avant, c'était de conserver le statut de déchet pour pouvoir transmettre les matériaux. Du coup, je veux bien que vous approfondissiez parce que c'est un peu contraire à ce qu'on fait habituellement. Moi, j'ai plutôt en tête que le statut de déchet, on a l'obligation en tant que maîtrise d'ouvrage, on porte la responsabilité, donc on doit céder les matériaux, on les cède pas, on les transmet la responsabilité aux centres de traitement qui sont agréés. Du coup, je n'ai pas bien compris cette particularité. Et nous, ce qu'on a plutôt l'habitude de faire, c'est justement à tout prix éviter le statut de déchet, rester sur le réemploi. Et là, pose la question du don ou de la vente, puisqu'en tant que maîtrise d'ouvrage public, on doit faire des appels d'offres. Donc faire des appels d'offres pour des morceaux de bois, c'est un peu lourd. Ouais. Alors du coup, sur le statut de déchet, c'est un peu fictif. Du coup, le fait qu'on dise que c'est un déchet, puisque du coup, il passe pas vraiment par l'étape de déchet, puisqu'il est directement cédé à l'entreprise. Donc effectivement, nous, dans notre délibération, pour justifier le fait qu'on le cède à titre gratuit et qu'il n'y ait pas de problème assurantiel, on le définit comme un déchet, mais il passe
presque pas par le statut de déchet finalement. En fait, c'est plutôt juste une petite manipulation du terme pour pouvoir le céder à titre gratuit, plutôt que foncièrement il est défini comme un déchet et il passe par les bordereaux, etc. Non, en fait, il passe jamais par les bordereaux de déchets. Il est directement cédé à l'entreprise et à titre gratuit, effectivement. On peut pas faire autrement que, enfin, pour pouvoir le céder à titre gratuit, il faut que je l'appelle un déchet. C'est un espèce de cercle un peu vicieux et donc on triche un petit peu. Alors nous, à notre petite échelle de petite collectivité, on arrive à le faire. Je suis pas sûre qu'au niveau de la SNCF, ça soit aussi facile que ça. Bonjour, messieurs, dames. Alors moi, ma question est un peu particulière. Elle fait suite à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Je suis absolument pas une professionnelle de tout ça. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est très intéressant, mais c'est là essentiellement appliqué à des marchés publics et à des collectivités locales. Est-ce que c'est appliqué, ça peut être appliqué pour des particuliers? Est-ce qu'il y a une liste d'architectes investis dans cette démarche qui est à disposition de particuliers qui voudraient rentrer dans cette démarche? Et est-ce qu'il existe une espèce de charte de confiance qui fait que pour le particulier non averti, on peut trouver des professionnels de confiance pour entrer à votre suite un petit peu dans cette démarche de réutilisation des matériaux pour un bien qui est un petit bien. Parce que là, j'entends bien qu'on est devant des marchés, des gros marchés. Est-ce que ça se fait à titre individuel? Voilà. Merci. Ça se fait beaucoup dans l'autoconstruction. Hein. Après, l'architecte peut tenir ce rôle d'utiliser des matériaux de réemploi et d'accompagner des projets de particuliers. Enfin, il y a pas une liste particulière enfin, après, il y a des architectes qui sont un peu plus connus pour le faire, mais je pense que n'importe quel architecte peut mener un projet de cette nature. Comment? Oui, alors il y a le réseau de la frugalité heureuse, il y a l'ICEM, enfin voilà, on peut trouver au sein de, enfin je sais pas, en Normandie par exemple, il y a une association qui s'appelle l'ARP, qui est un petit peu l'équivalent d'Ecopolis sur la Normandie, donc qui regroupe souvent des professionnels aussi bien architectes, entreprises, mais également des autoconstructeurs, voilà, qui échangent beaucoup sur sur comment se fournir en matériaux, comment avec qui travailler, voilà, mais il n'y a pas de liste officielle, et je pense que n'importe quel architecte qui tient son rôle de façon honnête peut s'occuper de ce type de projet. Mais non, c'est pas que dans le bâtiment public. Voilà, la preuve, le projet que j'ai présenté de Hangar Zéro, qui est un projet, on va dire, citoyen, voilà, pas du tout. Voilà, ça reçoit du public en partie, c'est aussi du code du travail, ce qui permet de faire pas mal de choses aussi. C'est pas un projet de collectivité. Il y a beaucoup. Il y a pas vraiment de liste officielle évidemment, mais il y a des outils de cartographie. Il y en a une qui s'appelle Opalis qui recense notamment des projets et aussi des revendeurs de matériaux.